Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On décroche ensemble avec plein de découvertes. On apprécie le travail de nos recherchistes et de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on s'en va dans le quartier Saint-Roch à Québec. On le découvre en architecture et urbanisme. On démystifie 4 mots pour vous, des mots à la mode qu'on entend souvent. Végétarien, végétalien, véganisme, flexitarisme. C'est quoi la différence entre les 4? La journaliste Lisa-Marie Gervais nous explique tout ça. On termine avec une de nos chroniqueuses qui nous exprime, qui nous partage plutôt ses expériences sur des jeux télé, des quiz télé. Peut-être que ça vous intéresse, il va falloir rester jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, si vous êtes dans le coin de la prairie et que vous aimez le poisson, on va tout de suite rejoindre Brigitte Paradis qui nous fait découvrir une poissonnerie, le Poisson Volant. Hey, bonjour Maxime! Cette semaine, je te fais découvrir une poissonnerie. La plus belle poissonnerie que j'ai jamais visitée de toute ma vie. Hey, c'est à La Prairie. Ça fait déjà quelques années que j'y vais, mais là, cette semaine, j'ai le goût de t'en parler. J'ai été accueillie par Daniel et Louise, les propriétaires de la poissonnerie Le Poisson Volant. Tu rentres là, c'est magnifique, c'est coloré, tu as des cages de crabes. Tu te croirais au bord de la mer dans un petit bistrot, là. Ils font pas de bouffe, mais ils font des sushis, des super bons sushis. Mais ce qui est leur force, c'est le poisson. Écoute, c'est d'une fraîcheur. Et puis là, tu as Daniel. Hey, lui, là, il te fait des filets de poisson extraordinaires en un tour de main. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Ils vendent des poissons entiers, mais les poissons entiers, tu peux demander de les préparer comme tu veux. Louise, elle aime assez ça, te préparer des petites recettes. Elle fait une espèce de petite coquille Saint-Jacques qui est délicieuse, donc tu peux en profiter en tout temps. Écoute, quand tu as le goût là, d'avoir un petit spécial, là, tu retournes les voir. Ils vont te proposer un deuxième poisson qui est super lui aussi, parce qu'ils ont une variété qui est incroyable. Il y a des loups de mer, il y a du requin, il y a de l'espadon. Ils ont les flétans là, extraordinaires, du bar d'Amérique. Plein de poissons que tu ne retrouves pas dans les épiceries ordinaires, mais que tu vas trouver dans toutes les bonnes poissonneries. Mais eux, c'est vraiment extraordinaire. Tu devrais voir toutes les sortes de crustacés qu'ils ont aussi. Ils ont des moules là, d'à peu près toutes les régions possibles. Moi, depuis que je vais là, écoute, je mangeais jamais de poisson avant. Maintenant, j'en mange à toutes les semaines. Puis des fois, j'y vais même 2 fois par semaine. Leur arrivage, c'est toujours le mardi et le mercredi. Donc, dès le début de la semaine, tu peux déjà commencer à réfléchir qui que tu as le goût à inviter à souper. Puis là, tu t'en vas voir Daniel. Et là, lui, il va te conseiller. Écoute, son poisson le plus frais, son poisson le plus rare qu'il a reçu cette semaine. Il va te faire des préparations de des filets, des carrés. Il va te faire ce que tu veux. Et il va te donner surtout des bonnes idées. Hier soir, j'avais le goût de manger du tartare. Donc, en préparation de ma chronique, j'ai dit « je vais passer au poisson volant, hein, qu'elle m'inspirer un petit peu, les voir. » Et ils m'ont fourni un saumon spécialement pour le tartare. Bien gras, bien frais. Et là, ce saumon-là, écoute, en tartare, là, c'est moelleux, c'est goûteux, c'est savoureux. C'est vraiment extraordinaire. Donc, encore une fois, Daniel, il n'a pas manqué son coup. Il m'a offert le meilleur poisson que j'ai jamais mangé et mon tartare a été apprécié de moi et de mes invités. À cette poissonnerie-là, ils nous font des super sushis. Hey, ils font ça avec le poisson frais de leur comptoir. Puis Louise, ben elle, quand elle prépare ses sushis, là, c'est généreux, là, ça n'a pas de bon sens. Et ils les font uniquement sur demande. Donc, il n'y a jamais de sushis faits à l'avance. Il faut que tu les demandes. C'est surtout des sushis très savoureux. Louise, qui aime beaucoup la nourriture, évidemment, elle s'apprête à faire ses sushis avec toujours un petit souci du détail. Elle a des espèces d'aubergines marinées dans ses sushis. Elle met du thon, elle met des fraises. Je n'avais jamais goûté ça, c'était excellent. Elle s'assure de toujours mettre une belle quantité de poisson
Ils sont garnis, là, les bouchées sont savoureuses et ils sont toujours frais faits immédiatement quand tu les commandes. En 10 minutes, elle va te préparer ton sushi. Tu pars avec ça, tu t'en vas à la maison et tu le dégustes. C'est extraordinaire. Elle fait ça avec une passion, là. Elle adore ce qu'elle fait. On le voit de par le décor de son magasin. C'est plein de couleurs, c'est plein d'objets, mais c'est aussi plein de produits intéressants qui accompagnent tes plats. Tu peux te faire des petits tapas avec tous les petits produits qu'ils ont là, les huiles, les vinaigres. Écoute, moi, j'adore cette poissonnerie-là et j'adore ces personnes-là. Je vous le conseille, profitez-en, passez-là dès la semaine prochaine. Si vous venez de la prairie et que vous aimez le bon poisson, les bons sushis, vous savez où aller. Allez rendre une visite à Daniel et Louise. Chaque ville, chaque quartier a son histoire. C'est le cas notamment du quartier Saint-Roch à Québec. Depuis 1950, ça a changé pas mal. Catherine Breton nous raconte son histoire. Bonjour Maxime, bienvenue dans le quartier Saint-Roch. On est justement sur le parvis de l'église du quartier Saint-Roch. On est dans un quartier, disons, assez bouillonnant, j'ai envie de dire, de la ville de Québec. C'est-à-dire que c'est un quartier qui a évolué au fil des ans. À l'époque, on se disait, bon, bien, le centre-ville de Québec, on veut que ce soit très, très dynamique. On veut que ça devienne un endroit, the place to be. Toute la rue Saint-Joseph, ici, ainsi que le parvis, était couvert à une certaine époque. Et c'était couvert pour rendre la rue commerciale accessible autant l'été que l'hiver. Et le mail Saint-Roch, au fil des ans, il y a des gens, en fait, qui étaient moins fortunés, qui habitaient dans le coin et qui, l'hiver, pour se garder chaud, venaient traîner, flâner dans le mail Saint-Roch. Quand le maire Lallier est arrivé au pouvoir, lui, il s'est dit, bon, moi, le centre-ville de Québec, moi aussi, j'ai envie qu'il soit dynamique. Fait que lui, il a enlevé le toit, il a tout découvert, en fait, la rue Saint-Joseph. Puis il s'est dit, on va faire une bonne vieille rue de centre-ville, piétonne, à tout le moins, qui appelle à être une rue piétonne. Puis pour que la revitalisation soit réussie, bien, le maire Lallier, lui, il s'est dit, bon, ben moi, je vais faire comme dans d'autres pays, je vais faire appel aux artistes. Je vais demander aux artistes, écoutez, venez vous installer dans le quartier. Automatiquement, il y a quelque chose qui se crée parce qu'il y a une communauté artistique qui est là, qui initie des événements, qui initie des projets, qui tout à coup dit, bon, ben OK, ben moi, je veux faire une exposition dans tel endroit, OK, ben moi, je veux faire tel spectacle à telle place. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Et pendant quelques années, il y a eu les ateliers ouverts. Donc, à chaque année, les artistes ouvraient leurs ateliers au public pendant 3-4 jours. Et le public pouvait, avec une carte, dire, OK, on va faire le parcours, on va aller voir tel atelier de tel sculpteur, on va aller voir tel peintre, on va aller voir tel dessinateur, on va passer par ici, puis bon. Et ils visitaient le quartier en même temps et ils rentraient dans les ateliers des artistes pour voir un peu comment ils travaillaient. C'était le fun, en fait, pour le public de faire cette visite-là. C'est un peu inusité, hors du commun, c'était juste parfait. En parallèle avec ça, il y a eu plein de petits cafés qui se sont ouverts, puis il y a eu la Galerie Rouge, par exemple. La Galerie Rouge, c'est un lieu, en fait, qui a été ouvert par Vincent Masson dans les années début 90. Et lui, en fait, il s'est dit, bon, mais moi, j'ai envie d'ouvrir un endroit multidisciplinaire. Il dit, moi, j'ai envie que ce soit un café, j'ai envie que ce soit une galerie d'art, j'ai envie qu'on puisse boire un verre, prendre un café, manger, discuter, parler d'art, créer des événements. Il y a eu des spectacles, de musique, il y a eu
toutes sortes de choses vraiment intéressantes qui rendaient en fait l'attrait du quartier beaucoup plus effervescent. Il y a eu ça, il y a eu les Fourberies de Scapin aussi un bout de temps, qui est maintenant devenu le Salon d'Edgar. Il y a eu un paquet de petits restos qui se sont ouverts. Il y a le Clocher Penché, qui est un resto super intéressant sur le coin de la rue Caron. Il y a des promoteurs qui en ont profité, évidemment. Donc, il y a un promoteur, GM Développement, qui, lui, a à peu près acheté tous les immeubles de la rue ici. Donc, il possède à peu près tout ce qu'il y a sur la rue Saint-Joseph. Ce sont les mêmes, en fait, propriétaires que la boutique Benjo, la fameuse boutique Benjo, qui est la boutique par excellence pour les enfants. Tranquillement, le quartier Saint-Roch est devenu plus agréable, en fait. C'est vraiment un petit centre-ville, mais très, très friendly. Il y a plein de cafés, il y a une brasserie, il y a une nouvelle brasserie qui est ouverte au coin de la rue là, du Parvis qui s'appelle le Noctem. Leur bière est très bonne d'ailleurs. Il y a une autre aussi microbrasserie qui est la Corrigane. Donc, c'est tous des produits locaux. C'est un quartier, en fait, qui est encore en pleine évolution puis qui mérite, en fait, d'être connu. Petit à petit, en fait, les gens ont eu envie de venir s'installer dans le quartier Saint-Roch. La Galerie Rouge, d'ailleurs, qui a existé pendant quelques années, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien maintenant, c'est devenu le Cercle. Donc, la vocation est demeurée la même. C'est encore un resto et une salle de spectacle. Et à côté, il y a le Petit Impérial, il y a l'Impérial, où il y a des spectacles aussi à l'année. Ce qui fait que le quartier est plein d'activités. Et le parvis de l'église Saint-Roch, ici, oui, il y a toujours effectivement aussi des activités. Il y a toujours des gens qui viennent flâner. Et il y a, à chaque période de l'année, il y a toujours des petites fêtes de quartier qui se font sur le parvis de l'église Saint-Roch. On vous parlait de nourriture tantôt avec le poisson. On en parle souvent à l'émission de nourriture. Et je suis sûr que dans vos cercles d'amis, on en parle beaucoup aussi. Il y a beaucoup de régimes qui sont populaires. On parle d'allergies, d'intolérance au gluten, lactose. On entend aussi des mots à la mode. Végétarien, végétalien, véganisme, flexitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Lisa-Marie Gervais nous en parle. Et c'est en buvant une bière sans gluten que je vais écouter ce reportage. Merci Maxime. Je vous propose en effet un petit cours 101 sur les différents modes alimentaires parce que ça va vous aider à les démêler. C'est pas tout le monde qui sait ce qu'est un flexitarien ou un végétalien, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, commençons par le végétarisme. Il existe différentes catégories de végétariens, mais en gros, retenez qu'un végétarien, ça ne mange pas de viande, ni poisson, ni fruits de mer, mais qu'un végétarien va manger des produits dérivés, des produits animaux dérivés comme des œufs, des produits laitiers, etc. D'où ça vient le végétarisme? Bien, c'est une pratique alimentaire qui remonte à très longtemps, à la Grèce antique. Il y avait beaucoup de philosophes grecs qui étaient végétariens, à commencer par Pythagore. On dit même de lui qu'il était le père du végétarisme. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'Albert Einstein et Léonard de Vinci étaient des végétariens célèbres. Le végétalisme, maintenant, contrairement au végétarisme, c'est un régime alimentaire qui ne comporte que des aliments issus du monde végétal. Le nom le dit, végétalisme. Donc, les végétaliens rejettent tout ce qui est viande, poisson, fruits de mer, mais aussi les produits laitiers, les œufs et d'autres produits d'origine animale comme le miel. Ça va jusque-là. Mais si c'est ça, être végétalien, alors c'est quoi le véganisme? Le mot vegan, c'est certainement un mot que vous avez entendu. Être vegan ou un adepte du véganisme, c'est quand la dimension militante s'ajoute à notre mode de vie. En anglais, on ne fait pas cette distinction-là, on va dire vegan pour tout, mais en français, on va faire la différence. Donc, le véganisme, c'est quoi? C'est ça. C'est une façon de vivre, c'est un mode de consommer qui va viser à exclure vraiment toute exploitation, toute souffrance, toute cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, se vêtir. Donc, quelqu'un de vegan ne va pas porter de laine, de cuir, évidemment, ne va pas utiliser des produits cosmétiques testés sur les animaux, etc. Le véganisme, c'est un mouvement qui a été créé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1944, par un menuisier britannique du nom de Donald Watson. Sinon, bien, il y a le sans gluten. Alors, c'est la grosse mode ces temps-ci. Vous avez sûrement remarqué que de plus en plus de produits dans les épiceries portent l'appellation sans gluten. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bien, ça veut dire que le produit est exempt de protéines de gluten, donc de produits dérivés du blé, de l'avoine aussi, de seigle, de l'orge. Il y a désormais des céréales sans gluten, des pâtes alimentaires sans gluten, des pains sans gluten et même de la bière sans gluten. Donc,
À la base, le régime sans gluten, c'est un régime vraiment pour des gens qui sont malades, qui sont atteints de la maladie cœliaque. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ne peuvent pas digérer cette protéine-là. Mais c'est devenu avec le temps un régime à la mode parce que quand on cherche à éviter le gluten, bien, c'est tous les féculents qu'on cherche à éviter, donc les pâtes alimentaires, le pain. Donc évidemment, ces aliments-là dits engraissants, bien, quand on en mange moins, on va forcément maigrir. Alors c'est comme de plus en plus de gens adoptent ce mode de vie-là, ce régime-là, pour manger plus sainement. Mais les experts nutritionnistes, par contre, appellent à ne pas prendre ce régime-là sans gluten à la légère. D'abord parce que c'est un régime très difficile à suivre, hein, c'est très strict, c'est très difficile d'être toujours mangé sans gluten. Et deuxièmement, il y a des études qui ont montré que les aliments sans gluten étaient moins nutritifs que leur équivalent contenant du gluten. Et à la longue, ça peut entraîner des carences nutritionnelles, donc des carences en vitamines, en fibres, en minéraux. Donc, il faut faire attention. Enfin, si tous ces modes-là alimentaires, c'est pas pour vous, vous pourrez toujours vous tourner vers le flexitarisme. Ça, c'est le petit dernier, là, même si ça fait quelques années qu'on en entend parler. Alors, c'est quoi être flexitarien? Ça désigne tout simplement une personne qui mange de la viande, mais à de très rares occasions. C'est un carnivore du dimanche, quoi. Mais vous n'aurez peut-être pas le choix, moi, je pense, de devenir un jour ou l'autre un flexitarien, parce que si on veut continuer à vivre sur notre belle planète bleue où malheureusement l'eau se raréfie, il va falloir chercher une façon de diminuer notre consommation de viande. Pourquoi? Parce que, et je vous laisse méditer là-dessus, pour produire 1 kg de viande de bœuf, ça prend 16 000 litres d'eau, soit 200 douches de 7 minutes. Alors, c'est un pensez-y bien. Je pense que je vais utiliser mon ricochet. Je vais prendre la valise numéro 6. Je passe. Je pense que je vais échanger de pastilles avec Justine. Hey, dans le fond, l'émission, là, on n'est pas fin. Hein? On vous suggère de bien manger, d'avoir des régimes particuliers, d'aller acheter des choses à tel endroit ou visiter tel autre endroit. Tout ça, ça coûte de l'argent, puis peut-être que vous n'avez pas assez de temps. Mais comment faire de l'argent rapidement? Ah, peut-être que participer à un quiz télé, ça vous a traversé l'esprit. Mais vous angoissez, vous avez des doutes, vous vous dites comment faire, je sais pas, peut-être que je suis stressé. Et peut-être qu'un témoignage pourrait rendre votre décision plus facile. Bien, vous êtes chanceux parce qu'on a une chroniqueuse ici qui a été plusieurs fois à des quiz télé. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé le temps de faire ça, mais elle a participé à beaucoup de quiz et elle nous partage son expérience. On va rejoindre Annie Roy. Si j'ai bien compris aujourd'hui, Maxime, tu t'es demandé, toi, comment on faisait pour devenir un serial quizzer. J'ai cherché très fort dans mon historique pour me souvenir comment ça se fait que moi, Annie Roy, j'étais devenue une adepte des quiz télévisés. Mais je joue plus pour le plaisir. Et un jour, j'ai eu des enfants. J'en ai eu 3 en tout, mais le serial quizzer en moi s'est réveillé à mon premier congé de maternité. Donc, maternité. Quand j'écoutais l'émission Pyramide, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Pyramide, c'est un petit quiz à Radio-Canada animé par Sébastien Benoît. À la fin de l'émission, Sébastien Benoît regardait la caméra intensément et disait « Toi, à la maison, est-ce que tu voudrais t'inscrire? Si oui, et là, l'adresse est apparue. » Je pensais que Sébastien me parlait personnellement. Je me suis dit « Oui, je veux participer! » Je me suis inscrite, en sachant pas ce qui allait m'arriver. Mon formulaire est envoyé, ils m'ont choisi, ils m'ont trouvé super bonne. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été vraiment impressionnée. Je trouvais ça intéressant de voir l'envers des décors, de connaître un peu comment ça fonctionnait. J'ai quand même gagné un bon panier cadeau de chez Jean Coutu. 400 $ de crème. Oui, 400 $ de crème. Et j'avais comme pas eu ma chance. Les recherchistes l'ont senti. Et ils m'ont rappelé 6 mois plus tard, sans que je me sois inscrite ni rien. Et là, à ce moment-là, j'avais challengé ma sœur Sophie en lui disant « T'es pas game de t'inscrire toi non plus. » Bien sûr, ma sœur est aussi compétitive que moi. C'est elle aussi inscrite. Donc, elle a fait aussi Pyramide pas en même temps que moi. La deuxième fois, là, ça a vraiment bien été. J'ai gagné plein de sous. J'ai rencontré des artistes super intéressants.
j'ai eu une machine à café, un voyage en Charlevoix. Bref, j'ai fait toute la semaine. Là, j'ai rayonné comme j'aurais dû rayonner la première fois. Privé de sens. Les recherchistes nous avaient tellement aimés, moi puis ma sœur Sophie, qu'ils nous ont appelés pour aller tester ce nouveau jeu-là, Privé de sens. Donc, aller faire l'émission pilote. Donc là, on a pu voir l'envers du décor, comment ça se faisait, pratiquer les choses. Si on avait juste fait le pilote, on serait reparti avec beaucoup d'argent, mais le pilote, ça compte pas, fait qu'on est ressorti avec rien. Puis quand on a fait la vraie émission, ben là, on n'a rien gagné non plus. Donc, un beau 0 $, mais du beau plaisir sur le plateau avec ma sœur. J'ai continué mon aventure télévisuelle en m'inscrivant au Cercle. Le Cercle, c'était sa dernière année de télédiffusion. C'était les dernières émissions à Charles Lafortune. C'est probablement le quiz que je regrette le plus. Pas parce que j'ai pas été bonne, mais parce qu'il était vraiment difficile. Puis finalement, lui non plus, j'ai rien gagné. Mais j'ai pas eu de plaisir tant que ça à le faire. J'ai fait beaucoup d'impro dans la vie. Et que comme je suis enseignante, dans ma vraie vie professionnelle, j'ai souvent le dernier mot. Et malheureusement, à la télé, je pense pas tout le temps que je suis à la télé. Donc, dans un des jeux, il m'a fait une blague. Et moi, j'avais vraiment une bonne réplique. Annie D. Ça vous inspire, Annie D? Oui. D'habitude, on n'aime pas ça. D à l'école, on n'aime pas ça avoir ça. Mais en poitrine, oui. Et j'ai rien gagné au fait. Entre-temps, moi, je m'étais inscrite à Paquet voleur. Paquet voleur, c'est un jeu que personne ne comprenait, mais qu'une fois que tu comprenais, tu avais bien des chances de gagner parce que sur le plateau, les autres ne le comprenaient pas plus. Et cette fois-là, j'ai vraiment eu la piqûre et je suis ressortie avec 11 000 $. Paquet voleur a décidé de faire une version courte d'été. Le Paquet voleur court! Et là, j'y suis aussi allée et j'ai gagné 5 000 $. En même temps que le Paquet voleur court, je m'étais inscrit à un quiz qui s'appelle Prêt à partir, que c'est un quiz de Canal Évasion sur les voyages. Et ça, c'était la gang de Privé de sens qui m'avait référé à Prêt à partir. Dernière émission que j'ai faite à date, en date d'aujourd'hui. Silence, on joue. Alors, j'ai fait des pilotes. Donc, les pilotes, c'est on pratique l'animateur, on regarde si tout fonctionne bien. Et j'ai fait la vraie émission au mois de décembre. Encore une fois, c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais j'ai pas rayonné comme j'aurais dû. Le U, j'ai besoin de On résume? Serial Quizzers, dû à la maternité, qui amène des sous dans les coffres et qui a un but éducatif. Ça, Maxime, c'est le pourquoi les gens participent à des quiz. Hey, merci Annie! Hey, c'est déjà tout pour aujourd'hui, ça a passé vite. C'est ça qui arrive quand on est entre bonne compagnie. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit demain pour d'autres découvertes. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit aujourd'hui ou vous voulez revoir des reportages, on vous invite à aller sur le site internet ici.radiocanada.ca. À demain!